J'ai appelé un taxi, comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. Même application, même interface, même voiture grise. Mais cette nuit-là, tout s'est mal passé. L'itinéraire a changé, le chauffeur était silencieux et les routes sont devenues plus sombres et plus éloignées. Je ne me doutais pas qu'un simple retour à la maison se transformerait en la nuit la plus terrifiante de ma vie et que j'en reviendrais différente. Vivante, mais avec quelque chose qui me hantrait jusqu'à la fin. C'était une soirée de travail normale, un peu plus longue que les autres. Je devais me rendre dans une ville voisine pour un tournage et, après avoir terminé plus tard que prévu, j'ai décidé d'appeler un taxi. J'étais trop fatigué pour penser au bus ou au transfert. Le taxi est arrivé rapidement, ce qui m'a un peu remonté le moral. Le chauffeur avait l'air ordinaire. Un homme d'âge moyen avec un sweat à capuche gris, un visage inexpressif et un regard fatigué. Il n'était pas très amical, mais comme je ne cherchais pas de compagnie, cela me convenait. Je me suis installé sur le siège arrière et j'ai automatiquement regardé mon téléphone. La voiture a commencé à rouler. La douce vibration du moteur et la lumière intérieure tamisée ont commencé à me bercer. J'ai regardé par la fenêtre, remarquant à peine la rapidité avec laquelle les routes s'assombrissaient. Mais quelque chose dans l'air n'allait pas. Un peu plus tard, je me suis surpris à penser nous devrions être sur l'autoroute depuis longtemps. Mais pour une raison ou une autre, la route se rétrécissait et les bâtiments devenaient de plus en plus rares. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de déviation, peut-être des embouteillages ou des réparations. Mais lorsque j'ai consulté la carte sur mon téléphone, j'ai remarqué que nous allions dans une direction complètement différente. Pour la première fois, mon cœur a sombré dans une inquiétude faible mais réelle. J'étais loin de me douter que cette nuit serait la plus terrifiante de ma vie. Et je n'ai jamais aimé prendre un taxi. En fait, ce service a toujours été pour moi un mal nécessaire, cher, peu pratique, et on ne sait pas sur qui on va tomber. Mais cette fois-ci, je n'avais pas le choix. Aucun bus ne circulait et mes amis étaient tous occupés. J'avais entendu des histoires de chauffeurs désagréables, d'agressions, d'effets personnels manquants, voire de crimes. Mais pour être honnête, j'ai toujours pensé que cela arrivait à quelqu'un d'autre. Pas à moi. J'ai vécu dans une petite ville où tout le monde se connaissait, mais mon travail de photographe m'a souvent amené dans des mégapoles sans visage où je n'étais qu'un visage de plus dans la foule. Cette soirée n'a pas fait exception. La séance a duré plus longtemps que prévu. Les clients étaient pointilleux et j'étais trop épuisé pour discuter. Je voulais juste rentrer chez moi, me coucher et oublier cette journée. Lorsque l'application m'a informé que la voiture était déjà là, je me suis dépêché de sortir. La voiture était typique, une berline de classe moyenne, un peu vieille, mais bien entretenue. Le chauffeur ne m'a pas prêté beaucoup d'attention. Je me suis assis sur la banquette arrière et je lui ai fait un signe de tête dans le rétroviseur, mais il ne s'est même pas retourné. Au début, tout allait bien. Je regardais mes photos sur mon téléphone, je faisais défiler les médias sociaux, nous roulions dans des rues normales et je me sentais en sécurité, bien qu'un peu fatigué. Mais au bout d'un quart d'heure, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le conducteur a regardé plusieurs fois dans le rétroviseur, comme pour vérifier ce que je faisais. Ses mouvements étaient nerveux et son visage tendu. Cela m'a rendu un peu nerveux, mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue ou de la mauvaise humeur. Nous avons tous des mauvais jours. Lorsqu'il s'est engagé sur la route étroite, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un détour. Puis j'ai pensé qu'il essayait peut-être de prendre un raccourci. Mais lorsque cela s'est produit pour la deuxième fois, je n'ai pas pu le supporter et j'ai regardé l'écran de mon téléphone. L'itinéraire indiqué par l'application était très différent de l'endroit où nous nous trouvions. Mon cœur battait plus vite. J'ai essayé de rester calme, me persuadant qu'il ne s'agissait peut-être que d'une erreur, mais lorsque nous sommes entrés dans un tronçon de route entouré d'une forêt, quelque chose s'est déclenché en moi. L'anxiété est devenue presque physique. Je sentais le sang monter à mes tempes. Le chauffeur a soudain pris la parole, rompant le silence qui s'était installé. Il a dit qu'il connaissait un meilleur chemin et qu'il serait plus rapide. Sa voix était calme mais assurée, comme celle d'un homme qui sait ce qu'il fait. Quelque chose dans son ton m'a fait mentir. Je lui ai dit que je n'étais pas pressé et que le chemin habituel serait parfait. Il n'a pas répondu, il a juste souri, un sourire qui se voulait rassurant mais qui n'a fait qu'empirer les choses. J'ai essayé de vérifier mon téléphone. La connexion était coupée. La forêt autour de moi était dense, sans la moindre trace de lumière ou d'autres véhicules. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais complètement dépendante de cet homme et cette prise de conscience m'a presque paralysé. J'ai commencé à regarder autour de la voiture à la recherche d'indices. Les sièges étaient un peu usés mais propres. Cependant, mon attention a été attirée par une petite caméra montée juste sous le rétroviseur. Il ne s'agissait pas d'un équipement standard. Il avait l'air non professionnel, comme s'il avait été fixé à la main. Quelque chose dans son apparence me donnait l'impression d'être sous surveillance. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai attrapé mon sac à dos. J'avais mon appareil photo, mais pouvait-il m'aider en ce moment? Non. J'ai senti mon cerveau commencer à chercher involontairement une issue. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la situation était devenue dangereuse. Ce n'était que le début, mais je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. La voiture fonçait dans l'obscurité et le seul bruit qui rompait ce silence inquiétant était celui du moteur. Je sentais que la situation devenait de plus en plus alarmante à chaque kilomètre.
Lorsque vous vous trouvez dans une situation où quelque chose ne va pas, votre première pensée est le déni. Peut-être que tout va bien, peut-être que ce n'est que mon imagination. Mais plus nous avancions sur cette route sombre et abandonnée, plus il était difficile de se convaincre que tout allait bien. Chaque virage semblait porter un coup plus profond à ma tranquillité d'esprit et le silence dans la voiture était comme une couverture étouffante. Le téléphone n'affichait qu'un seul symbole, un cercle sans signal. J'ai balayé vers le bas encore et encore, essayant de rafraîchir la page mais en vain. L'air de la voiture semblait gelé, lourd. Je commençais à remarquer les moindres détails. La façon dont les doigts du conducteur agrippaient involontairement le volant, la façon dont ses yeux me regardaient rapidement à travers le rétroviseur. Chacun de ces mouvements semblait artificiel, comme s'il le faisait non pas parce qu'il devait le faire, mais parce qu'il l'avait soigneusement planifié. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'il évitait délibérément les grands axes routiers. Nous n'étions pas sur l'autoroute. Nous ne passions pas devant des stations-service ou des magasins. Au contraire, nous nous enfoncions dans une zone isolée et déserte. La forêt encercle étroitement la route et toutes les lampes qui se trouvaient auparavant sur le bord de la route ont disparu. L'obscurité absolue régnait ici, interrompue seulement par la lumière pâle des phares. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me maîtriser. Il semblait que si je montrais le moindre signe de peur, il le remarquerait. Je lui ai donc demandé sur le ton le plus calme possible « Sommes-nous déjà loin ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Et quand il l'a fait, sa voix était basse et à peine audible, comme un murmure dans une pièce étouffante. « Nous y sommes presque », a-t-il dit. « Presque arrivé ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Je n'avais pas demandé d'arrêt. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je savais que je devais faire quelque chose. Le sentiment d'impuissance a commencé à se transformer en panique, qui m'étouffait de l'intérieur. J'ai essayé de consulter à nouveau mon téléphone, mais cela n'a servi à rien. Ainsi, alors que je cherchais au moins un indice pour me sortir de cette situation, la voiture a soudainement freiné brusquement. Je me suis légèrement penché en avant, me cognant l'épaule sur le siège. Nous étions sur la route, au milieu de nulle part. Il n'y avait qu'une forêt sombre et noire, des arbres qui se penchaient vers nous de manière menaçante et un silence total, presque assourdissant. Le conducteur a lentement tourné la tête dans ma direction. Ses mouvements étaient si lents qu'ils semblaient irréels. Il me regarde à travers le rétroviseur. Ses yeux étaient froids et distants, mais il y avait en eux une certaine profondeur, quelque chose qui me glaçait jusqu'aux os. Il n'a rien dit, il s'est contenté de me regarder. J'ai senti mon estomac se serrer. Je n'avais qu'une idée en tête. Ce n'est pas une erreur. Il sait ce qu'il fait. Et il l'a déjà fait. Soudain, il a tendu la main vers la portière et est sorti de la voiture, laissant le moteur tourner. La voiture s'est remplie d'un grand silence qui m'a fait bourdonner les oreilles. Je l'ai regardé marcher lentement autour de la voiture, les mains dans les poches. Par instinct, j'ai appuyé sur la poignée de la portière. Elle était verrouillée. Ma respiration devint saccadée. J'ai regardé autour de moi, cherchant un moyen de sortir. Les fenêtres étaient fermées, les portes étaient verrouillées. Et la seule façon de sortir était de rester là, à attendre la suite des événements. Et qu'est-ce qui allait se passer? Je ne le savais pas, mais j'imaginais le pire. Lorsqu'il est retourné s'asseoir, il a sorti quelque chose du coffre. Quelque chose enveloppé dans un tissu sombre. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais je n'en avais pas besoin. Cela aurait pu être n'importe quoi, mais les pires suppositions me sont immédiatement venues à l'esprit. Je me suis rendu compte que ce n'était plus un simple voyage, c'est un piège, et j'étais dedans. Il s'est remis au volant et a souri. Ce sourire était pire que tous les sons que je pouvais imaginer. Mon cerveau n'écoutait plus les pensées rationnelles. Toutes les histoires que j'avais entendues auparavant se fondaient en une seule. Des gens qui disparaissent, des gens qui disparaissent, des gens qui disparaissent. La voiture s'est mise à rouler. À partir de ce moment, j'ai su que je devais agir. Mais comment si tout est contre vous ? Lorsque la voiture s'est remise en route, j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Une chose me trottait dans la tête. Tu es seul ici. Personne ne peut t'aider. Mais quelque part dans ce tourbillon de panique, il y avait une autre pensée. Tu dois faire quelque chose. Je me suis forcé à respirer régulièrement. Si vous paniquez, vous perdez. La première chose à faire est de comprendre ce qu'il veut. Que veut-il? De l'argent ou quelque chose de pire? Cette idée me rend malade. Mes yeux fouillèrent automatiquement la cabine à la recherche d'un objet qui pourrait me servir à me défendre. Il n'y avait rien d'autre? Pas une seule bouteille, même la ceinture de sécurité semblait difficile à retirer de son logement. Puis j'ai regardé l'appareil photo dans mon sac à dos. Il était lourd et métallique, et j'ai soudain réalisé qu'il s'agissait de ma seule arme. J'ai ouvert la fermeture éclair avec précaution, en essayant de ne pas attirer l'attention. Le conducteur ne m'a pas prêté attention, il était concentré sur la route, ou faisait semblant de l'être. Nous nous sommes encore enfoncés dans la forêt. Cette fois, la route est devenue encore plus étroite, et les arbres pendaient si bas que les branches heurtaient de temps en temps le toit de la voiture. Le seul bruit qui rompait le silence était le léger bruissement de ses branches. J'ai décidé de parler, même si ma voix était étrange et tremblante. J'ai demandé où nous allions. Sa réponse fut brève, presque sans émotion. Une surprise, une surprise. Ce mot m'a fait froid dans le dos. J'ai alors commis une erreur. J'ai essayé d'appuyer à nouveau sur la poignée de la porte. Elle a cliqué, mais était restée verrouillée. Ce bruit a semblé attirer son attention. Il m'a regardé à travers le miroir et a souri. Il y avait quelque chose de presque triomphant dans cette expression, comme s'il savait que j'étais pris au piège. Je sentais la panique m'envahir de l'intérieur, mais soudain,
une idée m'a traversé l'esprit, l'appareil photo, celui qui se trouve sous le miroir. Si je prenais mon appareil et faisais semblant de prendre des photos, cela pourrait sembler assez innocent. Mais en même temps, si je peux prendre une photo de lui et de cet appareil, peut-être que cela deviendra une preuve. Si j'arrive à survivre à cette nuit, j'ai lentement sorti mon appareil photo. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, mais n'a rien dit. Peut-être pensait-il que j'étais en train de me distraire. J'ai allumé l'appareil et pris la première photo. De l'intérieur, de ses mains sur le volant, de cette forêt inquiétante derrière la fenêtre. Quelque chose a changé dans son attitude lorsque l'appareil a cliqué. Il m'a regardé à nouveau, mais cette fois son regard était froid, presque en colère. Il a lentement appuyé sur les freins et la voiture s'est arrêtée. J'ai immédiatement caché l'appareil photo, mais il semblait l'avoir déjà vu. Il s'est tourné brusquement vers moi avec un visage complètement différent. Son calme avait disparu au profit d'une sorte de rage sauvage et incontrôlable. « Qu'est-ce que tu fais ?» grogna-t-il. J'ai essayé de me justifier, de dire que c'était juste pour le travail, que j'étais photographe et que j'avais l'habitude de prendre des photos de tout. Mais les mots étaient vides. Il n'écoutait pas. Sa main s'est glissée dans la poche de mon sweat et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait agir. Jusqu'à ce qu'il sorte ce qu'il cachait là. Mes mains ont volé vers mon appareil photo et je l'ai frappé sur son bras. Le chauffeur a serré les dents de douleur, mais il ne s'est pas arrêté. Il m'a attrapé par le col et a commencé à me tirer vers l'avant, mais je l'ai instinctivement frappé à nouveau. Cette fois, c'est au visage que je l'ai frappé. L'appareil était lourd, métallique, et le son du coup était sourd, mais terrifiant. Il a trébuché en arrière et j'ai vu du sang couler de son nez. Il a gémi, mais ce n'était pas suffisant. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas de toute façon. Je sentais l'adrénaline m'envahir. Toutes mes peurs, mes doutes et même mes pensées se sont évanouies. J'agissais automatiquement. La caméra s'est à nouveau posée sur sa tête, un coup de feu, puis un autre, et soudain, tout est devenu silencieux. Son corps s'est déplacé sur le côté, il n'y a plus eu de mouvement. La voiture est restée figée dans le silence. Je suis resté assis, respirant difficilement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je suis resté assis dans la voiture, comme paralysé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'appareil photo était sur mes genoux, son corps métallique était poisseux de sang. Mes mains tremblaient et mon cœur battait si fort que je n'entendais même pas ma propre respiration. Il n'a pas bougé. Son corps était immobile sur le siège, son visage à moitié caché sous la capuche de son sweat et le sang coulait lentement le long de sa mâchoire en un mince filet, goûtant sur le sol. Je ne voulais pas que cela aille aussi loin, mais c'est arrivé. Je savais que c'était de la légitime défense. Il m'avait menacé et j'avais agi pour me défendre. Mais cette pensée ne m'a pas du tout calmé. Mon cerveau criait « Tu as tué un homme ». Même si c'était de la légitime défense, cela changeait tout. J'ai regardé sa main accrochée au siège. La poche de son sweat à capuche était retournée et il en est tombé quelque chose qui a arrêté mon cœur un instant. C'était un couteau. Petit mais tranchant, sa lame brillait dans les phares. Si j'avais hésité un instant, ce couteau aurait pu se trouver dans ma poitrine en ce moment même. La voiture a continué à rouler, le moteur ronronnant régulièrement, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'étais au milieu d'une forêt sombre et isolée, avec mon corps dans la voiture et la terreur dans ma poitrine, m'étranglant à chaque minute. J'ai essayé de réfléchir. Que dois-je faire ensuite? Devrais-je appeler la police? Mais comment expliquer ce qui s'est passé? Croirait-il qu'il s'agit de légitime défense? J'ai commencé à chercher mon téléphone, mais il n'y avait toujours pas de connexion. Il semble que même la nature soit contre moi. J'ai regardé à nouveau son corps, essayant de me forcer à bouger. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas le laisser ici. Mais le toucher, le déplacer, le regarder, c'était presque impossible. Je me sentais piégé. C'est alors que je me suis souvenu de la caméra sous le miroir. Je me suis arrêté en y réfléchissant. Et si c'était enregistré? Et si elle me filmait tout le temps? La panique a repris le dessus et j'ai rapidement attrapé la caméra. La caméra était solidement attachée, mais j'ai réussi à la retirer. En dessous, il y avait un câble qui allait jusqu'au tableau de bord. Je l'ai retiré sans penser à abîmer quoi que ce soit. Maintenant, c'était silencieux. Mais l'enregistrement avait-il survécu? Y avait-il encore des preuves de ce que j'avais fait? Ces questions me tenaillaient l'esprit comme un étau. Je savais que je ne pouvais pas le laisser là. Je devais penser à moi. Puis j'ai regardé la route devant moi. L'obscurité semblait totale. Seule la faible lumière des phares la troublait. La seule issue que je voyais maintenant était de trouver un moyen de sortir de cet endroit le plus rapidement possible. J'ai rassemblé mes affaires, mis l'appareil photo dans mon sac à dos et j'ai semblé me mettre automatiquement au volant. Mes mains tremblaient en touchant le volant, mais je me forçais à démarrer la voiture. Le moteur s'est mis à gronder et j'ai ressenti un faible espoir de pouvoir sortir. Mais avant de démarrer, je me suis retourné et je l'ai regardé une dernière fois. Son corps restait immobile, mais j'ai remarqué un autre détail. En plus du couteau, il y avait des clés qui dépassaient de sa poche. J'ai décidé de les prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a semblé être la bonne chose à faire. La voiture a démarré et je l'ai laissée là, dans le noir, au milieu de cette forêt inquiétante. Savais-je ce que j'allais faire ensuite? Non, mais à ce moment-là, l'essentiel était de fuir,
quelle que soit la distance. La route s'étendait comme un interminable ruban noir et même la faible lumière des phares ne parvenait pas à dissiper l'obscurité. Je ne savais pas où j'allais, mais j'y allais. L'essentiel était de m'éloigner de cet endroit. Chaque fois que j'inspirais, je sentais encore l'odeur métallique du sang dans la voiture et cela me ramenait à ce qui s'était passé. Lorsque le premier signe de civilisation est apparu sur le bord de la route, j'ai soupiré. C'était un petit panneau avec le nom d'une ville que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai pris la première route secondaire, cherchant un endroit où m'arrêter. J'avais besoin de rassembler mes idées. Mais à chaque fois que j'essayais de réfléchir, une image surgissait devant mes yeux. Son corps, immobile, avec des taches de sang sur le visage. Le bruit du coup, étouffé, lourd. Mon corps se souvient encore de la façon dont il a tremblé lorsque j'ai serré mon appareil photo. J'ai fini par apercevoir un petit magasin, fermé, mais dont le parking était éclairé. J'ai garé la voiture le plus loin possible du lampadaire. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis, sans bouger. Ma tête était vide. Juste un bourdonnement qui noyait toute pensée rationnelle. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que je n'ose regarder à nouveau mes mains. Elles étaient collantes, couvertes de taches de sang qui avaient déjà séché. Mon corps me semblait toujours étranger. Comme si ce n'était pas moi qui étais assis là, mais un observateur extérieur. Mon attention s'est à nouveau portée sur l'appareil photo que j'avais pris dans la voiture. Il était posé sur le siège voisin, comme s'il attendait que je fasse quelque chose avec. Je l'ai prise, les doigts tremblants, mais je me suis forcé à regarder les images. Il fallait que je sache ce qu'il y avait là-dedans. La caméra s'est mise en marche, l'écran s'est allumé, j'ai fait défiler les dernières vidéos. La première chose que j'ai vue était un enregistrement réalisé cette nuit-là. On me voyait monter dans la voiture, puis le conducteur qui souriait étrangement en se regardant dans le rétroviseur. Ensuite, il y avait des images de la route alors que nous nous enfoncions dans la forêt. Mais le pire est arrivé après cela. L'enregistrement montre qu'il a arrêté la voiture et qu'il en est sorti. Il sort quelque chose du coffre. Ses mouvements sont fluides, presque rituels. La caméra l'a filmé revenant à la cabine avec le même paquet enveloppé dans un tissu sombre. Il l'ouvre juste devant la caméra, mais l'angle est tel que je ne peux pas voir ce qu'il contient. Puis il parle. Sa voix est calme, mais elle a quelque chose d'étrange, comme s'il ne s'agissait pas de simples mots, mais d'une menace. On peut en savoir beaucoup sur une personne par son comportement dans les derniers instants. Mon cœur s'est mis à battre encore plus fort. J'ai fait défiler la page. La vidéo me montrait assise sur le siège arrière, angoissée, les yeux rivés sur mon téléphone. La caméra enregistrait chacune de mes réactions, chacun de mes mouvements. Enfin, l'enregistrement s'est interrompu lorsque je l'ai frappé pour la première fois. Je me suis senti mal. Ce n'était pas seulement un enregistrement, c'était un spectacle qu'il mettait en place. Il me filmait pour en faire un jeu, un trophée, ou pire encore. J'ai éteint la caméra et je l'ai jetée sur le siège voisin. Après cela, je ne pouvais plus rester dans la voiture. Je suis sorti, les mains sur les genoux, en respirant profondément l'air froid de la nuit. J'avais mal au ventre, mais en même temps, une autre pensée me tourmentait. J'avais survécu. Il ne s'y attendait pas. Je suis resté assise sur le bord de la route pendant quelques heures encore, jusqu'à ce que le jour se lève. Tout semblait moins effrayant dans la lumière du matin. Mais je savais que c'était une illusion. C'est arrivé. J'ai laissé la voiture dans le parking le plus proche et j'ai marché jusqu'à ce que je tombe sur une cabine téléphonique. J'ai composé le numéro du poste de police local, mais je n'ai rien dit d'important. J'ai juste dit qu'une voiture à la portière cassée avait été laissée devant un magasin. Pas de nom, pas de détails. J'ai décidé de n'en parler à personne. Personne n'était censé savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Et maintenant, c'est mon fardeau. Mais chaque nuit, quand je ferme les yeux, j'entends ce son, le bruit d'un coup de poing, et sa voix qui répète les mêmes mots. On peut en apprendre beaucoup sur une personne par son comportement dans les derniers instants. Plusieurs mois se sont écoulés, mais je n'arrive toujours pas à oublier cette nuit-là. Je vis, je travaille, je fréquente des gens comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, tout est différent. Je ne monterai plus jamais dans un taxi. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Son corps semble n'avoir jamais été retrouvé. Les journaux n'ont pas parlé de lui. Il n'était probablement qu'une ombre de plus dans ce monde que personne ne remarquait. Et c'était peut-être mieux ainsi. Chaque nuit, allongé dans le noir, j'entends sa voix. Les mots qu'il a prononcés résonnent encore dans ma tête. On peut en apprendre beaucoup sur une personne par son comportement dans les derniers instants. Ces derniers moments sont restés gravés dans ma mémoire pour toujours. Ils m'ont montré qui j'étais vraiment. Et cette connaissance est quelque chose qui ne m'échappera jamais. Si cette histoire vous a fait retenir votre souffle, ne manquez pas mes autres histoires effrayantes. Je vous recommande de regarder une vidéo sur un bâtisseur qui laisse derrière lui non seulement des murs, mais aussi d'horribles secrets, ou une histoire sur un hôtel. Cliquez. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui vous feront froid dans le dos. Et n'oubliez pas, il y a toujours quelque chose de plus effrayant dans le monde que la fiction. Êtes-vous prêt pour la prochaine histoire ?